Un chauffeur a conduit une mystérieuse vieille dame au cimetière par une nuit froide. « Ne m'attendez pas », déclara la dame en quittant la voiture. Mais préoccupé, le jeune chauffeur décida de la suivre. Cependant, cette décision le conduisit à être témoin d'une scène qui resterait gravée dans sa vie à jamais. L'histoire suivante s'inspire de faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Marcel faisait face à une marée interminable de journées tumultueuses, un périple difficile s'étendant sur 8 longs mois. Pour beaucoup, la croyance que la tempête précède la clarté était réconfortante, mais pour Marcel, le ciel restait sombre, sans aperçu d'amélioration à l'horizon. Dans un passé pas si lointain, il était fier de son rôle de chauffeur dans la flotte d'une entreprise de transport renommée, où le salaire assurait une stabilité financière. Cependant, le paysage a radicalement changé avec le changement de direction de l'entreprise, entraînant des temps économiques difficiles. La nouvelle direction, dans une tentative de rééquilibrer les finances, a pris la décision difficile de réduire les coûts, entraînant le licenciement de nombreux employés, y compris le malheureux Marcel. Le visage de Marcel, autrefois radieux et confiant, est devenu une expression de découragement et d'incertitude. Ses yeux, autrefois brillants, reflétaient maintenant l'ombre de l'instabilité qui planait sur sa vie professionnelle. Les rides d'inquiétude marquaient son front, témoin silencieux de la pression constante qui pesait sur son esprit. Les routes qui étaient autrefois des trajets familiers pour Marcel semblaient maintenant différentes, presque inconnues, alors qu'il affrontait le défi de redéfinir sa trajectoire professionnelle. Chaque virage de la route était une métaphore des croisées de chemin auxquelles il faisait face, tout en cherchant un nouveau cap au milieu des adversités. Face à ce tableau sombre, Marcel cherchait la force pour faire face à ce revers inattendu dans sa vie. Son appartement, autrefois rempli de certitude et de confort, était devenu un champ de bataille silencieux où les factures s'accumulaient comme des soldats vaincus. Cependant, au milieu des nuages noirs qui planaient sur son parcours, Marcel entretenait une fragile lueur d'espoir, nourrie par la détermination à surmonter les épreuves. Chaque lever de soleil représentait une opportunité de se réinventer, et même au cœur de la tempête, il espérait apercevoir un rayon de lumière indiquant le chemin vers le calme tant désiré. Confronté à des alternatives limitées et à la nécessité pressante de se réinventer, il décida de prendre le volant d'un taxi, sillonnant les rues animées de la ville à la recherche d'une nouvelle source de revenus. À la maison, la situation n'était pas différente. Marcel, marié à Lucie depuis 2 ans, voyait la flamme de la passion entre eux résister, mais le contexte difficile mettait à l'épreuve l'harmonie du foyer. Le flux constant de factures arrivait comme des vagues incessantes, tandis que les économies s'amenuisaient à chaque coucher de soleil. Le rêve tant désiré d'acquérir une maison et de fonder une famille semblait s'évanouir chaque jour un peu plus. Marcel se démenait au maximum, s'adonnant à des journées de travail épuisantes, mais les rares moments à la maison, généralement le soir ou pendant les rares pauses du week-end, étaient empreints d'inquiétude et de défis. Lucie, tout aussi déterminée, contribuait aux revenus familiaux en tant que caissière dans un supermarché du quartier. Tous deux traversaient une phase complexe, unissant leurs efforts dans la quête commune de solutions au milieu de l'adversité. Le visage de Marcel, autrefois exprimant de la détermination, affichait maintenant des lignes de fatigue et de préoccupation. Ses yeux, autrefois empreints de confiance, portèrent désormais le poids des incertitudes qui planaient sur l'avenir. Dans les nuits silencieuses, il partageait non seulement la chaleur du foyer, mais aussi le poids des défis qui s'accumulaient. L'appartement, autrefois le théâtre de rêves partagés, s'était transformé en un champ de bataille où les luttes quotidiennes faisaient rage. Les murs, qui avaient autrefois été témoins de rires et de moments heureux, résonnaient désormais des inquiétudes financières qui emplissaient l'atmosphère. Malgré tout, au milieu des adversités, Marcel et Lucie persistaient, maintenant vivante l'espoir que leurs efforts conjoints pourraient ouvrir la voie à des jours plus prospères. Ainsi, dans le rythme effréné de la vie urbaine, ils cherchaient ensemble à trouver la lumière au bout du tunnel qui les guiderait vers une nouvelle phase, surmontant les tempêtes qui défiaient leur détermination. Dans une glaciale nuit de réveillon du Nouvel An, Marcel conduisait sa voiture à travers le froid intense et la neige qui tombait sans relâche. Les prévisions annonçaient une tempête de neige imminente. Malgré les adversités climatiques,
Marcel était déterminé à gagner autant d'argent que possible cette nuit-là. Son objectif était d'acheter un cadeau spécial pour Lucie, leur 3e anniversaire de mariage étant à seulement quelques jours, prévu pour le 3 janvier. Les rues étaient désespérément vides et une sensation de découragement planait sur Marcel, jusqu'à ce qu'il aperçoive une figure levant la main sur le trottoir. En arrêtant la voiture, il se trouva face à une dame d'environ 75 à 80 ans, enveloppée dans un châle rouge protégeant sa tête du froid mordant. Leurs regards se croisèrent, et elle prononça « Bonsoir, s'il vous plaît, emmenez-moi au cimetière Santa Teresa ». Cette demande prit Marcel par surprise, le poussant à se demander pourquoi une dame de cet âge s'aventurerait à visiter un cimetière au milieu d'une tempête de neige. « Ne pensez-vous pas qu'il est un peu tard pour des visites ?» demanda-t-il, cherchant à comprendre la situation. La dame, gardant son expression imperturbable, répliqua « Je comprends, mais je dois y aller maintenant. Le cimetière est loin et je ne peux pas payer moins de 100. » La scène intrigante laissa Marcel avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. La dame, malgré son âge avancé, exhibait une détermination qui ne correspondait pas aux circonstances adverses de la nuit. Son regard était ferme, révélant une histoire peut-être pleine d'expérience et de défis. Alors que les roues de la voiture coupèrent la neige accumulée sur la route, Marcel se trouva enveloppé d'une aura de mystère, se demandant quels pouvaient être les motifs de cette dame pour entreprendre un voyage si particulier en cette nuit spéciale. Avec un signe d'approbation, la femme lui remit 2 billets de 50 € et ensemble, ils montèrent dans le véhicule, se dirigeant vers le cimetière. À l'intérieur de la voiture, le téléphone de Marcel sonna, interrompant la quiétude du moment. C'était Lucie, sa femme, inquiète de connaître sa localisation et s'il avait obtenu l'argent nécessaire pour payer le loyer et la première tranche de la nouvelle machine à laver. Marcel, avec une réponse qui ne correspondait pas tout à fait à la vérité, assura qu'il réglerait cela juste après avoir déposé la passagère à sa destination. Alors que la neige tombait dehors, transformant l'environnement en un paysage glacial, Marcel contemplait les flocons blancs qui dansèrent dans l'air. Le téléphone résonnait toujours avec les préoccupations financières de Lucie, et le poids des responsabilités pesait sur ses épaules. Il pensait aux attentes déçues et aux promesses non tenues envers sa femme, éprouvant un mélange de frustration et d'irritation face à la situation difficile. La femme à ses côtés ressentit la tension dans l'air, et OSA demandait si quelque chose n'allait pas. Marcel, avec brusquerie, assura que tout était sous contrôle et lui demanda simplement de s'asseoir et d'attendre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. La dame, se retenant devant la réponse abrupte, se recula et dirigea son regard vers le paysage enneigé qui défilait par la fenêtre de la voiture. À cet instant, tous deux partageaient une expression pensée, comme s'ils étaient plongés dans des réflexions simultanées sur les vicissitudes de la vie. Après quelques minutes de trajet, Marcel atteignit la destination souhaitée. Le cimetière se révéla désert et plongé dans l'obscurité, éclairé uniquement par des lanternes vacillantes et des bougies que la neige et le vent avaient éteintes. « Nous sommes arrivés », annonça la dame en sortant de la voiture. Dans un geste généreux, elle retira 3 billets de 100 € de son sac et les remit à Marcel, exprimant sa gratitude. « Prenez, merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Je suis sûr que vous en avez plus besoin que moi. Passez une bonne soirée. » Le visage de Marcel se transforma, surpris et satisfait du pourboire inattendu, l'acceptant en silence. Après le départ de la dame, Marcel, touché par sa gentillesse, se rappela de sa rudesse pendant le trajet. « Oh, madame, voulez-vous que je vous attende ? La nuit tombe et la région n'est pas pleine de taxis. Votre famille pourrait s'inquiéter, » proposa-t-il. Un léger sourire apparut sur les lèvres de la dame et elle répondit « Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt avec ma fille, pas besoin de m'attendre. » En entendant cela, Marcel resta momentanément figé, observant la dame traverser les portes et entrer dans le cimetière. Le téléphone sonna, un client demandant une course. La chance souriait à Marcel cette nuit-là. Il arriva rapidement au point de rendez-vous, effectua le trajet, et enfin, sa journée de travail toucha à sa fin, promettant le chemin du retour vers la maison. La cerise sur le gâteau était le généreux pourboire de 100 € qu'il avait reçu. Marcel, en sortant les billets de sa poche où la dame les avait mis, eut une désagréable surprise. Ils étaient des contrefaçons. L'incrédulité s'installa chez Marcel. La chance avait tourné en malchance, et la frustration le submergea.
Comment pourrait-il faire face à Lucie et admettre qu'à cause d'une négligence, il était tombé dans le piège d'une dame apparemment inoffensive? La colère bouillonnait en lui, et une pensée de revanche l'envahit. « Elle paiera pour ça », murmura-t-il en lui-même. Qu'en démètre décisif, Marcel retourna à sa voiture, ouvrit la porte et tourna la clé de contact. L'horloge affichait 10 heures du soir du Nouvel An, mais les festivités semblèrent lointaines face au revirement amer que le destin lui avait réservé. Marcel accéléra sa voiture en direction du cimetière. Les lumières de la ville n'étaient plus que des points lointains. Les rues plongées dans l'obscurité étaient désertes, et la tempête de neige gagnait en intensité, défiant sa vision. Il se questionnait sur sa naïveté. Comment avait-il pu oublier le principe le plus élémentaire en tant que chauffeur de taxi? Vérifier l'authenticité des billets fournis par les passagers. Arrivé au cimetière, il remarqua que la porte était encore entr'ouverte, l'invitant à entrer. Alors que la tempête diminuait légèrement, Marcel pénétra à l'intérieur. Le silence de la nuit n'était brisé que par le vent hurlant, le grincement des arbres et les sons lointains des chouettes. Au milieu des tombes, Marcel marchait, plongé dans des réflexions et des souvenirs. Alors que la nostalgie l'enveloppait, il se surprenait à se remémorer d'anciennes peurs d'enfance. « Allez, Marcel, les morts n'ont aucun pouvoir sur vous », s'encourageait-il mentalement. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inconfort car cette dame l'avait trompé sans hésitation. Un pleur résonna dans le silence, faisant sursauter Marcel. Son instinct le poussa à courir vers la sortie du cimetière. Cependant, en chemin, quelque chose le fit s'arrêter. Un son mélancolique de sanglots le rejoignit, attirant son attention. Guidé par la clarté de la lune éclairant son chemin, Marcel vit une silhouette pâle, assise sur une tombe, plongée dans les lamentations. Les pleurs pénétraient chaque centimètre de son être, provoquant des frissons intenses. La lumière de la lune révéla le visage de la silhouette, et à la surprise de Marcel, c'était la dame qu'il avait déposée au même endroit 1 heure auparavant. Il s'approcha avec prudence, observant sa pâleur et ses tremblements, avec la neige accumulée autour d'elle. Le châle rouge distinctif n'était plus présent. En se concentrant sur la pierre tombale, Marcel lut le nom gravé. Alice, une femme partie à l'âge de 43 ans. Cette découverte ajouta une nouvelle couche de complexité aux événements de cette nuit sombre. En observant la tristesse sur le visage de la dame devant la tombe d'Alice, une question surgit dans l'esprit de Marcel. Était-ce la fille de la dame? En posant la question, la dame hocha la tête en signe d'approbation. Marcel comprit alors que son intention n'était pas de quitter le cimetière avec sa fille, mais de rester là jusqu'à leur réunion dans l'au-delà. L'émotion s'empara de Marcel devant cette scène, mais il savait qu'il devait résoudre la question des billets contrefaits que la dame lui avait donnés en paiement de la course. En réponse à sa question, Marcel sortit les billets de sa poche et les lui présenta. « Non, pas besoin de les rendre, je n'en ai plus besoin, » dit la dame. « Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Le directeur m'a donné ces billets. Cela ne peut pas être vrai. » L'énigme s'épaississait et Marcel se sentait impliqué dans une histoire qui dépassait les frontières de la compréhension commune. Marcel expliqua à la dame comment il avait identifié la contrefaçon des billets, et ils discutèrent des solutions possibles pour résoudre l'impasse. Malheureusement, la dame était dans une situation financière précaire, sans ressources pour régler la dette. Face à cela, elle éclata en sanglots désespérés, tandis que la tempête de neige gagnait en intensité à l'extérieur. Dans l'impasse sur la marche à suivre, Marcel envisagea simplement d'abandonner la situation, de rentrer chez lui et de partager toute l'histoire avec sa femme. Il imagina que Lucie serait émue en entendant le récit et ne manifesterait aucun mécontentement. Cependant, le dilemme résidait dans le fait de ne pas vouloir abandonner la dame à son sort alors que la tempête s'intensifiait. L'idée d'être responsable de la laisser exposée au froid extrême était insupportable. Ainsi, il décida de l'emmener dans la chaleur de sa voiture et lui offrit un café réconfortant, maintenu au chaud dans sa thermos. Alors qu'il partageait ce moment, les expressions faciales d'Amélie trahissaient son état émotionnel bouleversé. Marcel, l'observant attentivement, discerna un mélange de désespoir et de résignation dans son regard. Alors qu'il s'installait à l'intérieur du véhicule, la conversation entre Marcel et Amélie évoluait, et elle révéla son nom. Amélie. Alors qu'ils échangèrent des expériences, Marcel interrogea délicatement la raison derrière la décision d'Amélie. L'expression d'Amélie, initialement tendue,
se détendit alors qu'elle commençait à partager son histoire. Elle remonta à ses jours d'enfance et de jeunesse dans une petite ville de province où elle vivait avec sa mère, son père et ses frères et sœurs. À 15 ans, elle croisa le chemin de Noah, son futur mari, et à partir de cette rencontre, ils sortirent ensemble pendant une décennie et demie avant de officialiser leur union et d'accueillir leur unique fille, Alice. Le bonheur régna dans la famille, Noah travaillant dans une concession automobile, tandis qu'Amélie donnait des cours de piano chez elle, une activité qu'elle nourrissait avec passion. Depuis ses premières années, Alice cultivait un amour profond pour le piano. En grandissant, elle rejoignit l'orchestre de musique classique de l'école, se distinguant comme la pianiste la plus talentueuse du groupe. C'est dans cet environnement musical qu'elle croisa la route de Tom, un violoniste talentueux. Ce qui avait commencé comme une amitié évolua progressivement en une romance, aboutissant au mariage d'Alice à l'âge de 23 ans. Le jour de la cérémonie, son père lui offrit un collier en or pur, symbolisant la joie qui imprégnait l'occasion. Le bonheur du couple, cependant, fut brusquement interrompu par une tragédie. Un jour sombre, Noah monta sur le toit pour réparer une fuite. Un accident tragique se produisit alors qu'il essayait de descendre l'escalier, entraînant sa chute fatale et une perte instantanée de la vie. Cette expérience dévastatrice a profondément affecté Amélie et Alice. En réponse à cette perte irréparable, Amélie prit la décision de déménager chez sa fille et son mari Tom. Malgré le deuil qui pesait sur elle, mère et fille s'efforçaient de continuer. Tom et Alice partageaient non seulement l'amour, mais aussi la passion pour la musique, donnant de petits concerts locaux et se consacrant à des cours particuliers. Amélie, mère d'Alice, également passionnée par la musique, se joignait souvent à eux, contribuant à créer un environnement harmonieux qui, d'une certaine manière, atténuait la tristesse persistante dans leur cœur. Au fil des années, le désir d'agrandir la famille fleurissait dans les cœurs de Tom et Alice. Ils nourrissaient le rêve d'avoir un enfant pour compléter la joie qu'ils partageaient. Après des mois de tentatives infructueuses pour concevoir, ils ont décidé de consulter un spécialiste médical. La révélation qu'Alice faisait face à des problèmes de fertilité a été un coup dévastateur, projetant une ombre profonde sur le couple. L'un des plus grands désirs de leur vie s'effaçait devant eux, et la relation qui débordait autrefois de bonheur faisait maintenant face à des défis intenses. Tom, incapable de faire face à la tristesse et à la frustration, a commencé à s'éloigner, trouvant du réconfort dans des sorties fréquentes qui servaient de refuge temporaire. Pendant ce temps, Alice luttait contre une dépression croissante, s'efforçant de trouver la force nécessaire pour surmonter ce revers douloureux du destin. Amélie, observant l'angoisse et la tristesse de sa fille, aspirait ardemment à son bonheur, mais se sentait impuissante face aux circonstances adverses que la vie avait imposées à la famille. Le temps s'est étiré sur de nombreuses années, et bien que la douleur persiste encore, la relation entre Alice et Tom avait mûri et s'était considérablement renforcée. Cependant, dans une nuit devenue fatale, après avoir célébré leur anniversaire de mariage, leurs vies ont été brusquement interrompues par un terrible accident. Tom, au volant, s'est retrouvé impliqué dans une collision violente avec un autre véhicule, dont le conducteur, ivre, a provoqué la tragédie qui leur a ôté la vie instantanément. La catastrophe a représenté le coup le plus dévastateur dans la vie d'Amélie, qui se retrouvait désormais seule, privée de sa famille la plus proche, sans mari ni fille. Le seul lien qui restait était l'ancienne maison qui abritait tant de souvenirs précieux. Après l'enterrement douloureux des deux, Amélie a été contactée par le notaire pour traiter des affaires laissées par Tom. La nouvelle qu'elle a reçue a provoqué un choc encore plus profond. Elle a découvert que, tout au long de ces années, Tom, son gendre, avait construit une deuxième famille avec une femme appelée Elena, avec qui il avait eu 2 enfants. Étonnamment, dans son testament, Tom a légué absolument tout maison, voiture et toutes les propriétés à ses enfants avec Elena. Amélie s'est retrouvée dépouillée de tout, ne conservant que les souvenirs et le vide que cette révélation avait apporté. La maison qui abritait autrefois des rires et de la musique résonnait maintenant du silence d'une solitude inattendue. Sans beaucoup d'alternatives, Amélie s'est retrouvée contrainte de déménager dans une maison de retraite appelée Maison du Repos, un nom qui semblait ironiquement éloigné de la réalité qui se déroulait là-bas. Cependant, cet endroit fonctionnait comme une prison, avec une atmosphère étouffante qui étouffait ses résidents. Le directeur de la maison de retraite,
Maxime portait un passé sombre, ayant précédemment occupé le poste de directeur dans une prison. Sa sortie de ce poste s'est faite sous un nuage de rumeurs sur des négociations douteuses avec des criminels et des gangs, ainsi que des accusations liées à des activités illégales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. L'environnement à la maison de retraite se révélait claustrophobique, oppressant et chaotique. Les personnes âgées résidentes n'étaient gratifiées que de 3 repas par jour, et dans certains cas, même moins. Ces repas étaient remarquablement modestes, se composant principalement de riz, d'œufs, de saucisses, de nouilles instantanées et de jus en poudre. La présence de rats rendait la vie encore plus difficile pour les personnes âgées. De plus, la maison de retraite prélevait 75% des pensions des résidents, ne leur laissant que 25%. Même avec cette part, les médicaments et les fournitures essentielles manquaient, et lorsqu'ils étaient fournis, ils étaient souvent de qualité inférieure, souvent périmés. La maison du repos n'existait que dans le titre, alors que la réalité imposée aux personnes âgées était loin de toute tranquillité. Pendant que les personnes âgées faisaient face aux dures conditions de la maison de retraite, le directeur Maxime arborait les meilleures tenues et circulait dans une voiture de luxe. La seule source de joie pour eux étaient les réunions spontanées qu'ils organisaient dans leurs chambres et petits salons. Lors de ces rencontres, ils partagèrent des histoires vécues et des aventures de jeunesse, nourrissant la nostalgie de proches déjà décédés et échangeant des photos d'enfants et de petits-enfants. L'amie inséparable d'Amélie était Margarita, une dame qui, même limitée par des problèmes de jambes et de colonne vertébrale, faisait face à la vie avec joie. Margarita aimait raconter à Amélie les nombreux amoureux qu'elle avait eus dans sa jeunesse et avait une habileté sournoise pour obtenir du vin et du whisky de la salle du directeur Maxime. Toute cette convivialité rendait la vie à la maison de retraite plus supportable. Cependant, lors d'une nuit fatidique, Margarita se sentit mal aux premières heures du matin et se mit à crier de douleur. Amélie accourut pour l'aider tandis que les autres personnes âgées appelaient une employée de la maison de retraite à la recherche d'aide. L'attitude de l'employé, dépourvue de véritables préoccupations, se limita à fournir un verre d'eau et une serviette froide avant de partir. Malheureusement, Margarita ne put surmonter ce moment difficile et décéda dans les bras d'Amélie. Cette tragédie représentait le point de rupture pour Amélie, qui comprit qu'elle devait s'échapper de cet endroit à tout prix, car la maison de retraite était devenue une prison cruelle pour les personnes âgées soumises à des conditions inhumaines. 3 mois se sont écoulés depuis la décision de la municipalité d'enquêter sur des signalements anonymes concernant la maison de retraite. Maxime, d'une manière ou d'une autre, en a été informé à l'avance et a préparé un spectacle, transformant l'endroit et organisant une fausse fête en plein air le jour de l'inspection. Amélie y a vu une opportunité. Lorsque la voiture d'inspection est arrivée, une femme est descendue, enveloppée d'un châle rouge. Elle a interagi avec les personnes âgées, contrainte par Maxime de ne pas exprimer de plainte. En entrant dans le bâtiment, elle a laissé le châle sur la table du patio de la fête. C'est à ce moment qu'Amélie l'a attrapé, a enveloppé son visage et est sortie discrètement par la porte. Les employés étaient tellement distraits que sa fuite est passée inaperçue. Les autres personnes âgées ont jeté des regards de soutien silencieux à Amélie, car pour eux, elle avait conquis la liberté tant désirée depuis longtemps. Amélie marcha à pied jusqu'au crépuscule, avec pour seul but le cimetière, où elle attendrait son propre départ aux côtés de sa fille. En marchant, elle aperçoit la voiture de Marcel et demande un trajet. Ces paroles impactent profondément Marcel, faisant disparaître instantanément la colère qui le dominait. Un silence épais plane entre eux, et Amélie, avec précaution, sort un ancien collier de son sac, celui qui appartenait à sa fille. C'était un symbole précieux de souvenir qu'elle chérissait. « Vois-tu, je me retrouverai bientôt avec ma fille, alors je n'en ai plus besoin. J'espère que cela suffira comme paiement pour le voyage, » dit Amélie, sa voix chargée de tristesse et de résignation. Les yeux de Marcel se remplissent de larmes, mais il refuse poliment le cadeau. À la place, il propose à Amélie de passer le nouvel an chez lui, promettant qu'ils se rendraient ensemble au commissariat le lendemain. Hésitante, Amélie accepte. Marcel démarre la voiture, traversant les rues illuminées de la ville jusqu'à son appartement. À leur arrivée, Lucie, surprise de voir la dame aux côtés de Marcel, exprime son incrédulité. Marcel partage toute l'histoire avec Lucie,
qui en retirant son châle rouge révèle son visage. Lucie s'exclame, surprise et quelque peu confuse en reconnaissant Amélie. Les deux femmes écoutent l'histoire de leur connexion, car Lucie n'était pas une inconnue pour Amélie. Elle a grandi dans la même ville qu'Amélie et a été sa professeure de piano particulière dans son enfance. C'était une retrouvaille émouvante et inattendue. Lucie enveloppe Amélie dans une étreinte chaleureuse, se remémorant des souvenirs partagés du passé. Ensemble, elles rangent l'appartement et décident de jouer sur un ancien piano laissé par l'ancien propriétaire des lieux. Minuit arrive, marquant le début de la nouvelle année, et Amélie expérimente une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était un nouveau départ, une lumière renouvelée dans sa vie. Depuis la perte tragique de sa fille, l'espoir et le bonheur commençaient à trouver leur place dans son cœur, grâce à cette connexion inattendue avec Lucie et au tournant surprenant que le destin leur réservait. Le lendemain matin, Lucie, Amélie et Marcel se sont rendus au commissariat pour signaler les conditions terribles dans lesquelles les personnes âgées vivaient dans la maison de retraite. La police a agi avec une extrême prudence, consciente que Maxime pourrait avoir des informateurs au sein de la corporation. En une seule journée, une opération a dévoilé les activités criminelles de Maxime. On a découvert qu'il négligeait non seulement les personnes âgées, mais qu'il était également impliqué dans des pratiques illégales, stockant des drogues dans la maison de retraite et négociant avec des trafiquants et d'autres criminels. De plus, sa propre fille, qui travaillait dans le nettoyage du lieu, était une informante infiltrée dans la police. Maxime était également lié à des schémas de contrefaçon d'argent. Il a été arrêté et fait face à des accusations pour une série de crimes. Tous les employés de la maison de retraite ont été licenciés et chaque personne âgée a reçu une compensation financière. Un nouveau directeur a pris les rênes, offrant enfin aux résidents de la maison de retraite le traitement approprié et digne qu'ils méritaient. La justice a prévalu et la communauté a commencé à se rétablir des ombres du passé, grâce au courage de Lucie, Amélie et Marcel, pour exposer la vérité et défendre les droits des personnes âgées. Lucie a pris contact avec ses parents, qui résidaient dans la même ville où Amélie vivait avant de déménager avec sa fille dans la ville de Marcel. Amélie a exprimé sa gratitude à Marcel, partageant une partie de l'argent reçu en signe de reconnaissance. Avec le reste, elle a loué une maison dans sa ville natale et a repris ses cours de piano. 6 ans se sont écoulés depuis lors. Marcel a prospéré dans son entreprise de livraison, vivant maintenant avec sa femme Lucie dans une maison, en attendant l'arrivée de leur deuxième enfant. Pendant ce temps, la fille aînée, Lila, profitait des vacances chez ses grands-parents. Lila faisait également des visites régulières et recevait des cours de piano d'Amélie, établissant une belle connexion entre les générations. La vie nous confronte à d'innombrables difficultés et défis, mais il est de notre devoir de continuer et de surmonter ces adversités. Le parcours de Lucie, Amélie, Marcel et Lila est un témoignage inspirant de la façon dont le courage et la persévérance peuvent transformer des vies et créer des liens durables entre les personnes.